Ici African Life, Jean-Joseph Agoua. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir Kémy Séba, le grand panafricaniste et qui se dit aussi polémiste. Alors Kémy Séba, déjà je ne me dis pas polémiste, bonjour Jean-Joseph Agoua. Je ne me dis pas polémiste, c'est la presse française et suisse qui me qualifie par ce terme-là. Et apparemment, comme je suscite la polémique souvent dans mes démarches, que ce soit à l'écrit ou dans mes prises de position publiques ou politiques, voilà, c'est un terme au final que j'ai repris. Je suis un activiste panafricain, c'est ce pourquoi je suis né à mon sens. J'essaie de contribuer sur différents niveaux, que ce soit sur le terrain politique, que ce soit sur le terrain économique, ou sur le terrain culturel, à la revalorisation de l'identité noire dans sa globalité. Voilà. Et j'essaie donc de reposer la problématique de la question noire au XXIe siècle en l'adaptant à certaines contraintes, à certaines limites aussi, mais à un contexte précis dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci de recadrer le quiproquo, justement pour aller dans ce sens. Beaucoup de personnes, notamment pas mal de penseurs afrocentristes ou de courants divers, estiment que vous êtes soi-disant un danger. Bon alors, selon vous, quelle est la fausse idée que les gens peuvent se faire de vous? Bon, déjà, j'aime toujours, si tu le permets, relativiser une chose, qui est quand on dit beaucoup, il y a des gens qui sont évidemment opposés à ma vision des choses, à ma démarche politique, à ma démarche activiste, à ma démarche culturelle. Mais quand on regarde dans la rue, juste sur le terrain numérique, je pense que c'est important de souligner, vous remarquerez qu'en termes de conférences, on réunit plus de personnes, on réunit des 400 et 500 personnes dans nos meetings, nous, alors que nos opposants, généralement, quand ils font des conférences politiques sur le même créneau, ils en réunissent 50 ou 100. Donc le beaucoup est toujours très relatif, à part si tu fais un truc sur les cheveux ou sur le maquillage où il va y avoir tous les renois qui vont être là. Mais à côté de cette réalité-là, quand on parle de politique au sens strict du terme, évidemment, les gens se réunissent moins que dans la sphère qui est la nôtre. Ensuite, quelle est la fausse idée qu'il y a ? Écoutez, certains ont une image de moi qui a été celle qui a été propagée par TF1, France 2, les médias traditionnels qui m'ont présenté comme un militant noir extrémiste, raciste, anti-blanc ou anti-arabe, alors que tout le monde sait que dans mon entourage depuis des années, et même bien longtemps avant la diabolisation, j'avais déjà des blancs et des arabes dans ma sphère privée, mais il n'en demeura pas moins qu'il était important pour moi que symboliquement, on puisse s'unir d'abord entre nous, donc au sein de la communauté noire, avant de songer à s'unir avec le reste de l'humanité. C'est une démarche politique qui a son sens, et évidemment ceux qui sont dans une démarche d'intégrationnisme excessif ne peuvent pas être en adéquation avec ma réalité. Donc certains sont restés scotchés à mes provocations. Je suis un provocateur et je l'assume, je suscite le débat par ce biais-là. Et d'autres ont essayé, les plus intelligents, de gratter dans le fond. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les plus intelligents en réalité. Donc, j'ai envie de dire que ceux qui ne m'ont pas compris hier me comprennent aujourd'hui. Et ceux qui ne m'ont pas compris aujourd'hui me comprendront demain. Je suis très serein par rapport à ça. Et je le dis, je le répète, le chiffre. Là, on a fait une tournée, on est à Paris, Bruxelles. Après-demain, je suis à Genève. Après, je serai à Marseille. Et le mois prochain, je suis à Dakar et normalement après à Libreville. Libreville reste à confirmer. Partout où on va, pour l'instant, on fait des cartons plans en termes de conférences, des guichets fermés. On réunit plus que les pointures de la dissidence politique, culturelle et identitaire, que ce soit noire, arabe ou autre. Donc je suis très confiant. Et je pense que les gens dotés d'un raison arriveront à notre réflexion et finiront par la décrypter. C'est ce qui m'importe le plus en réalité. D'accord. Moi, j'ai une question aussi sur justement vous êtes contre l'intégration des afro-descendants, notamment souvent en France, pour rester dans le prisme français. Quelle est la solution selon vous Quand on dit que je suis contre l'intégration, non, moi je suis pour les démarches naturelles. Et je sais qu'on ne va jamais mettre un lion dans un poulailler et le transformer 2 semaines après en poule. Même si le lion fait des enfants avec un autre lion, dans 100 ans, le lion sera lion dans une région qui ne sera pas la sienne, en l'occurrence celle des poulets ou des coqs qui peuvent être des animaux très glorieux. Je veux dire, chacun a une espèce différente. Voilà. Et il se trouve que l'Africain, on peut dire ce qu'on veut, l'Africain en France, même dans 100 ans, dans 50 ans, sera toujours vu comme un Africain. D'accord ? À part s'il se dilue dans l'idéologie mondialiste qu'est le métissage généralisé et globalisé, qui fera en sorte que l'arrière-petit-fils n'aura peut-être plus la couleur de peau noire et pourra peut-être mieux passer. Alexandre Dumas, il avait encore ses traits négroïdes, comme certains le disent. Donc, les choses sont complexes et je pars du principe qu'en termes d'alternatives, il y a 2 choix, il y a 2 options. Certains sont en France, ou en Occident, il y en a qui sont à Montréal, d'autres sont en Belgique, etc., en Suisse, et ne repartiront jamais en Afrique. Je pense qu'il faut avoir cette lucidité. Donc, ceux qui sont en France à l'heure actuelle, la démarche
que moi je prône, et après, n'écoute que ceux qui doivent l'écouter. C'est-à-dire que je suis porte-parole de personne, si ce n'est Kémy Séba, et des gens qui sont plus nombreux, qui se reconnaissent dans le discours qui est le nôtre. C'est de s'organiser en termes de communauté, s'organiser pour consommer chez nous, être capable d'être une communauté indépendante et pas une communauté qui mendie une place chez les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on voit les Chinois à Belleville, vous ne les voyez pas faire des ribambelles pour les quotas, pour être dans une démarche d'intégration, pour avoir un ching-chang-ching sur TF1, sur France 2 aux 20h, etc., pour qu'on soit mieux vu, non. C'est une démarche de peser économiquement. Et moi, la démarche entrepreneuriale dans laquelle je suis, c'est de tout faire pour qu'on puisse peser économiquement, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. Faire en sorte de consommer chez nous en priorité, sachant qu'on ne peut pas tout faire. Je veux dire, on ne peut pas consommer strictement chez nous. Le but n'est pas de se refermer, de cesser de devenir des consommateurs pour être beaucoup plus des producteurs. C'est la démarche qui est la nôtre en tout cas. Et il y a ça, ou alors il y a d'autres personnes, c'est la voie la plus, à mon sens, c'est mon point de vue courageuse, mais ça n'engage que moi, qui est d'être dans une rupture totale. Dans le sens où nos parents se sont battus, nos grands-parents se sont battus pour la décolonisation, et donc par conséquent, non pas pour être, j'ai envie de dire, le crash test de la mondialisation, être des déracinés, des nomadisés, des babylonisés qui voyagent aux quatre coins du monde et qui au final n'ont pas d'identité. Donc on s'enracine, moi je suis un panafricain, donc partout en Afrique, selon la doctrine panafricaine, je suis chez moi, et c'est en ce sens-là que j'ai opéré mon retour que je prenais depuis 13 ans déjà. Sans transition, justement, parlez-nous un peu de votre retour en Afrique, d'un point de vue personnel. Alors, d'un point de vue personnel, j'ai jamais été autant épanoui de ma vie, je le dis comme je le pense, que depuis mon retour. Moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de vivre avec leurs semblables. Vivre avec ses semblables ne veut pas dire haïr les autres, mais j'ai besoin d'être avec les miens. J'ai besoin de trouver les sourires des miens, d'avoir les colères des miens, d'avoir les coups de joie des miens, être un environnement qui m'est propre. Et au Sénégal, en arrivant, j'avais eu l'occasion déjà de voyager à différentes reprises en Afrique. Mes parents sont béninois, d'accord. Moi, je me considère toujours comme panafricain, je le dis, ça va beaucoup plus loin que des identités, des frontières coloniales qui ont été données à la conférence de Berlin. J'ai eu l'occasion d'aller auparavant à Los Angeles, à Watts, ghetto, quartier afro-américain, qui a été là aussi l'un des plus beaux voyages de ma vie, où j'ai senti une réelle fraternité. Mais la vie au Sénégal a permis, même pour mes enfants, pour ma famille, de se retrouver en harmonie avec son environnement. Et je pense que c'est l'unité, je le dis toujours, c'est l'unité parmi les siens, l'harmonie avec les siens, qui permet de me s'unir avec le reste de l'humanité. Là, je reviens ici, je me sens bien. Et finalement, je vois la France d'un autre regard. Et je ne la vois pas comme une nation qui essaie de m'étouffer, parce que je me laisse étouffer par personne, tout simplement. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer diverses personnes, déjà sur le terrain professionnel. On va y revenir, mais ça a permis de densifier ma démarche politique, parce que l'axe de ma vie, c'est mon combat politique et mon combat, je dirais même politico-culturel. Et autour de ça s'articulent différentes tendances, différentes branches, et que j'essaie de greffer à ce combat. Et on va dire que les choses sont bien imbriquées pour qu'on puisse continuer à propager ce message. D'accord. Vous allez nous parler de vos œuvres. Nous avons constaté qu'il y a un village panafricain qui est né au Sénégal, pas loin de votre domicile, qui s'appelle Daladjam. Alors parlez-nous de Daladjam. Alors Daladjam, c'est une pépinière de renracinement, c'est un village panafricain, l'un des premiers à cette échelle. Je dis bien l'un des premiers, mais pas le premier. Il y en a d'autres qui ont fait des choses, comme la famille Dja au Bénin, et à qui je passe la paix et ma profonde affection. D'autres personnes au Ghana ou à différents endroits qui ont essayé de constituer quelque chose de précis sur le terrain de l'autodétermination. Mais le village Daladjam, c'est une pépinière de renracinement. Autour de ça, il y a plus de 550 000 euros qui ont été mis en termes d'investissement. Sachant que c'est sur ces 550 000 euros, moi-même, par le biais de la radio que j'ai créée, Afro Insolent Radio, j'ai pu faire venir en tout cas plus de la moitié des actionnaires qui ont investi pour que ce village puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est une pépinière de renracinement qui permet justement à la diaspora de rentrer, de revenir pour être en adéquation avec la jeunesse et la nouvelle génération du continent, être dans une démarche d'autonomie, parce qu'il y a certains qui sont dans le panafricanisme systématique d'opposition. Et nous, notre démarche est d'être dans un panafricanisme de proposition. Il arrive un moment où il faut qu'on soit dans le futur et dans l'avenir. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le construire aujourd'hui. On se dit plutôt que de se plaindre systématiquement, oui, les chefs d'État sont corrompus. Les chefs d'État, ce sont des employés d'un système beaucoup plus grand qui est une oligarchie, qui est là en réalité pour s'enrichir sur le dos de la population. Mais la population bénéficie d'un droit qui est exceptionnel, qui est le droit de la terre. Et la terre, avec cette terre-là, on est capable de tout faire, de tout produire lorsqu'on sait bien s'en servir. Nous, on est parti du principe qu'il fallait donc être capable d'étudier cette dernière, de travailler cette dernière, de produire à partir de cette dernière et de tout faire pour devenir le plus autonome possible. Et donc ça s'est fait. Ça s'est fait sous la forme d'une société anonyme de droit sénégalais, la Société Africaine Mosaïque, dont je suis le porte-parole, le numéro 2 du conseil d'administration. Peut-on y participer à cette société? Tout le monde peut y participer à partir du moment où vous êtes capable d'acheter une action. Une action vaut 151 €.
Et après, je veux dire que plus vous avez d'action, plus vous avez votre mot à dire dans le but de la société. Et le but, c'est que quand on dit actionnaire dans l'action, il y a aussi la notion d'acteur quelque part. Vous êtes acteur de la réalité de cette société, de l'avenir de cette société. Cette société, c'est un micro-pays, je veux dire, c'est un village pour l'instant, mais on a pour but de reproduire ce projet, ce schéma-là, un peu partout sur le continent. Pour éviter toujours de se dire, oui, les chefs d'État vos pays, oui, les chefs... Non, il y a un moment où les chefs d'État font leur boulot, ils sont là pour faire les choses mal. Ils les font mal, ou ils les font bien, j'ai envie de dire. Nous, on a la possibilité de faire les choses bien, mais on les fait mal. Pendant combien de temps allons-nous nous plaindre? On veut une politique volontariste, mais dans une démarche aujourd'hui d'autodétermination réelle, dans une démarche où on appelle les gens du continent, de la diaspora, à contribuer. Et il y a un retour sur investissement, parce que quand tu prends une action dans la société africaine mosaïque, tu as le droit à un bien foncier, un bien immobilier en tant que tel. Tu peux être propriétaire de tel appartement, de telle maison, en fonction de ta volonté. C'est fait à un endroit à côté de la lagune, c'est un paradis terrestre aujourd'hui. C'est pas le Club Med, hein. C'est pas Koh Lanta non plus, c'est dans le juste milieu. D'accord. Mais ce qu'on produit a pour but de montrer que l'Africain est capable de vivre par lui.